Ok, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo compilation de tous les On en parle qui sont postés sur mon Instagram en tant que IGTV. Donc voilà, je vous poste les 5 premiers qui sont pour l'instant les 5 que j'ai fait, où je vous parle à chaque fois de un film pendant moins de 2 minutes. Enfin, le premier est un peu plus long, mais bon voilà. Où je vous présente un film pas très connu. J'essaie de vous dire pourquoi vous devez le regarder, en vous racontant quelques petites anecdotes dessus quand même, parce que c'est ce que je fais principalement. Bon, j'ai essayé des nouveaux trucs avec les lumières. J'ai maintenant le même t-shirt que pour la dernière vidéo, je la tourne le même jour, je ne suis pas un gros crado. Et aussi à deux moments j'ai le même t-shirt, voilà. Rendez-vous sur ma chaîne si tout se passe bien à Noël ou dans les jours qui suivent pour une grosse surprise, la plus grosse vidéo de ma chaîne. On est parti. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, et je vous laisse avec les IGTV. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bienvenue dans le premier On en parle, un format plutôt court dans lequel je te parle d'un film et de toutes ses anecdotes. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Été 85 de François Ozon. Ce film raconte une folle histoire d'amour entre Alexis et David pendant l'été 1985. C'est une adaptation libre du roman La danse du coucou de Aidan Chambers, livre que le réalisateur a lu en 1985 lorsqu'il avait 17 ans. Il avait adoré le roman à l'époque et s'était juré que son premier long métrage serait une adaptation de ce bouquin. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais il a quand même fini par l'adapter. Le choix des acteurs était primordial pour François Ozon. S'il n'avait pas trouvé les bons acteurs, il n'aurait tout simplement pas fait le film. Il voyait le personnage de David comme quelqu'un de très à l'aise, qui serait prêt à diriger, voire à dominer Alex. Et le choix de l'acteur était difficile. Mais un jour, Benjamin Voisin se présenta au casting pour le rôle de Alex. En le voyant, le réalisateur s'est tout de suite dit qu'il était parfait. Mais pas pour le rôle d'Alex, pour celui de David. Et pour le rôle d'Alex aussi, le choix est apparu comme une évidence pour le réalisateur. Quand il a vu Félix Lefebvre entrer dans la pièce, il a su que c'était le bon. Et en plus d'être respectivement parfaits pour leur rôle, les deux acteurs sont partis ensemble une semaine faire de la voile pour créer un feeling. Donc au final, dans le film, leur jeu est juste parfait. Une autre chose très importante pour le réalisateur était que son long métrage ait l'allure d'un film des années 80. Et effectivement, quand on le voit, on se dit que Été 85 aurait très bien pu sortir en 85. Pour arriver à ce résultat, François Ozon a tourné en pellicule plutôt qu'en numérique. Plus précisément en Super 16, le format de pellicule qu'il utilisait pour ses tout premiers courts-métrages. Mais ce n'est pas tout. Pour donner ce style années 80, il a aussi fait très attention à tous les décors et à tous les costumes. À chaque fois, il s'imaginait, lui, dans une salle dans les années 80, à penser ce qu'il aurait aimé voir au cinéma. En plus du style années 80, des acteurs et du scénario, la musique est aussi extraordinaire. François Ozon voulait absolument la musique star de la pub dans son film. Et il a un jour entendu dans une interview que Jean-Benoît Dinchel adorait aussi énormément cette musique. Pour ceux qui sauraient pas, Jean-Benoît Dinchel c'est un artiste et compositeur. Et il n'en fallait pas plus au réalisateur pour qu'il se dise que c'était un signe et qu'il appelle directement Jean-Benoît Dinchel pour lui demander de faire la BO de son film. Ce dernier a accepté et a composé tous les morceaux sans même voir une seule scène du film. Il a tout fait juste avec le scénario. Mais ça ne suffisait pas à François Ozon d'avoir cette BO plus la musique de star de la pub. Il voulait encore une autre musique authentique des années 80. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé de In the Between Days, une musique qu'il a marquée pendant son adolescence. Cette dernière est sortie en 1985 et le film qui à l'époque s'appelait encore Été 84 a changé de nom exprès pour pouvoir l'intégrer. Pour toutes les belles choses qui composent ce film, il fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020 et moi je suis à 100% d'accord avec ça. Et maintenant toi, il ne reste plus qu'à liker ce post, à t'abonner à mon Instagram si tu veux voir plus de vidéos de ce genre, à aller voir ma chaîne YouTube si tu veux voir ce que je fais là-bas et surtout à t'acheter un ticket pour aller voir Été 85 en salle maintenant. Si t'habites dans une grande ville, il est peut-être encore à l'affiche et vraiment, fonce dessus. T'as déjà vu Ta Pécho? Non? Ça te dit qu'on en parle? L'histoire de Ta Pécho, c'est celle d'Arthur, 15 ans, qui tombe amoureux de Wassima. Et un jour, il demande à Wassima de lui apprendre à lui et quelques potes comment pécho. C'est le premier long métrage de la réalisatrice Adeline Picot. Et au niveau du casting, on peut découvrir Paul Kircher et Inès d'Assomption dans les rôles principaux, accompagnés des bien plus expérimentés Sophie Marie Larouille et Ramzi Bedia dans le rôle de leurs parents. Au niveau du casting jeune, la réalisatrice a d'ailleurs été agréablement surprise. Elle a choisi Paul Kircher pour son côté lunaire et a sélectionné Inès d'Assomption pour son instinct dans le jeu. Et effectivement, cette dernière était très pro et très à l'aise devant la caméra. Pourtant, même si Paul venait d'une famille d'acteurs, c'était leur premier grand rôle à tous les deux. Et les scènes les plus dures à tourner étaient celles des baisers. Il ne fallait surtout pas que les acteurs aient des blocages. Pour éviter ça, ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et ils ont pris sur eux, mais ils ont aussi été aidés par la réalisatrice qui a réduit les équipes au minimum pour ces scènes-là pour éviter de trop les gêner.
Adeline Picot a écrit le scénario et les dialogues entièrement seule. Et même si elle ne côtoie pas d'ados au quotidien, elle a choisi ce thème parce qu'elle a toujours été passionnée par cette tranche d'âge. Elle a voulu que la caméra soit au plus proche possible des personnages et de leurs émotions. Elle s'est notamment inspirée de Claude Sautet et de Noah Baumbach tout en ajoutant un petit peu d'humour. Et j'avoue que certains dialogues sont extrêmement bien trouvés, comme par exemple le discours de fin, mais d'autres restent un peu hors sujet ou totalement irréalistes comme les blagues sur Star Wars. Alors, avec toutes ces anecdotes, je t'ai convaincu d'aller voir ta pécho? En attendant, si t'as aimé cette IGTV, tu peux liker ce post, t'abonner à mon Instagram et aller voir ce que je fais sur YouTube dans ma bio. Eh, t'as déjà vu Felicita? Non? Ça te dit qu'on en parle? Pour commencer, Felicita est le deuxième film de Bruno Merle après Héros sorti en 2007 avec Michael Youn. Le réalisateur a choisi de nommer son film Felicita comme la chanson utilisée au bout de la 20e minute pour montrer qu'à partir de ce moment-là du film, ça va être que de la joie et du plaisir. Il voit son film comme quelque chose de très musical, joyeux, un peu comme un jeu de piste ou une balade. Ça se regarde sans prise de tête, on suit simplement les personnages dans leur histoire. Avec ce film, Bruno Merle voulait aussi discréditer le mythe de la famille, comme il dit. Dans la plupart des autres œuvres, la famille est représentée soit comme quelque chose d'important qui te comble de bonheur et qui remplit ta vie, soit comme quelque chose d'extrêmement restrictif qu'il faut absolument fuir. Mais lui ne voulait aucun des deux stéréotypes dans son film. Les acteurs sont Camille Rutherford et Pio Marmaille dans le rôle des parents, mais aussi Rita Merle dans le rôle de la petite fille. Le réalisateur s'était effectivement pas mal inspiré de sa fille et même des relations avec sa fille pour le côté blague décomplexé pour écrire le personnage. Et il ne voyait personne d'autre qu'elle dans le rôle. Il avait une entière confiance en sa fille et en plus il savait que le tournage allait être dur et il ne voulait pas avoir à tout le temps rassurer les parents d'une autre petite fille. Avec la sienne, il savait qu'il pouvait pousser plus loin sans que personne ne râle. Bon, maintenant je vous ai parlé de tous les acteurs principaux, mais est-ce que vous me croyez si je vous dis que Orelsan a un rôle dans le film? Ouais, je sais, moi aussi je m'y attendais, mais alors pas du tout. Et pourtant, Orelsan est bien là, il nous fait un petit monologue de 5 minutes, puis il repart comme si de rien n'était. Alors, avec toutes ces anecdotes, j'ai réussi à te donner envie d'aller voir Felicita? En attendant, si t'as aimé cette IGTV, tu peux liker ce post, aller t'abonner à mon Instagram et aller voir ce que je fais sur YouTube avec le lien dans ma bio. T'as déjà vu Le Diable tout le temps? Non? Ça te dit qu'on en parle? Le Diable tout le temps, c'est un film original Netflix sorti le 16 septembre 2020 sur la plateforme. Il est réalisé par Antonio Campos et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai adoré. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs films de l'année. Ce long métrage est l'adaptation du roman de 2011 du même nom écrit par Donald Ray Pollock. Et au cas où vous vous posez la question, oui, l'auteur a aidé à la création du film. C'est même lui qui en est le narrateur. On peut entendre sa voix à plusieurs reprises, surtout au début et à la fin. Mais ça suffit pas d'avoir un bon livre à adapter. Il faut aussi un bon réalisateur pour que le rendu soit réussi. Ici, Antonio Campos a choisi de faire un film en pellicule 35 mm et donne un rythme lent qui prend son temps et qui installe donc une vraie angoisse angoissante et étouffante. D'ailleurs, mention spéciale à la scène de l'église entre Robert Pattinson et Tom Holland où la tension était tellement forte que j'osais à peine respirer. Tiens, et puis en parlant de Tom Holland et de Robert Pattinson, je pense que le point qui va décider le plus d'entre vous à aller voir ce film, c'est le casting. En plus des deux que j'ai déjà cités, on retrouve Jason Clarke, Mia Wasikowska et Sebastian Stan. Et puis, vu que je suis vraiment super sympa, j'ai trouvé quelques anecdotes sur les acteurs que je vais vous dire maintenant. Alors, juste avant, on parlait de Sebastian Stan. Et ben en fait, à la base, son rôle a été proposé à Chris Evans, mais malheureusement, l'acteur a pas pu accepter parce qu'il était déjà pris dans d'autres tournages. Du coup, ils ont donné le rôle à Sebastian Stan, son acolyte dans les Captain America. Et pour finir, je pense que ça spoil pas grand chose si je vous dis que Harry Melling, que vous avez sûrement déjà vu en tant que Dudley dans Harry Potter, se verse des araignées dessus dans ce film à un moment. Et puis que pendant le tournage, l'acteur s'est vraiment jeté des araignées sur le visage, pour de vrai quoi. Alors, avec cette vidéo, je t'ai donné envie d'aller voir Le Diable tout le temps? En attendant, si t'as aimé cette IGTV, tu peux liker ce post, aller t'abonner à mon Instagram et aller voir ce que je fais sur YouTube dans ma bio. T'as déjà vu Résistance? Non? Ça te dit qu'on en parle? Résistance est un film franco-allemand, américain et anglais qui est sorti en début d'année aux États-Unis, mais qui est seulement sorti le 25 novembre en France en VOD. On y raconte l'histoire du mime Marcel Marceau, un grand homme qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé de nombreux enfants juifs dont les parents avaient été tués par les nazis. En effet, il les a aidés à fuir en zone libre, puis en Suisse. Le film, quant à lui, essaye d'être très fidèle à la réalité, en gardant par exemple les vrais noms des dirigeants nazis qui étaient là à l'époque. Mais les scénaristes se sont tout de même permis quelques écarts
l'écart par rapport à la réalité, d'abord en rendant un peu plus romanesque tout ce qui se passe dans le film, et ensuite en inventant certains personnages comme par exemple celui d'Emma. Et au niveau du casting, on retrouve Jesse Eisenberg, toujours excellent comme il a l'habitude de l'être dans le rôle titre. Et il est accompagné de Matthias Schweighöfer, Bella Ramsey, Ed Harris, Edgar Ramirez et surtout Clémence Poésy. Personnellement, j'ai trouvé tout le casting vraiment super dans ce film, rien à redire. Mis à part ça, on doit le scénario et la réalisation à Jonathan Jakubovics, et je vous avouerai que c'est la première fois que je regardais quoi que ce soit qui l'ait fait, et pour une première fois regarder son travail, j'ai trouvé ça vraiment super. La réalisation est très sympa, même si pas révolutionnaire, mais bon, en même temps, on lui demandait pas ça, et j'ai trouvé le scénario aussi vraiment sympa. J'ai vu que le film se faisait descendre dans certaines critiques pour les raccourcis scénaristiques qu'il prend, et c'est vrai qu'ils existent, mais franchement, je trouve que la balance est rééquilibrée quand on voit à quel point les personnages sont bien écrits. En tout cas, moi, j'ai trouvé tous les personnages extrêmement attachants. Dès qu'il se passait une action un peu stressante, type thriller, quoi, j'étais directement à 100% dans la scène parce que je m'inquiétais pour les personnages, ils sont vraiment super bien écrits, je trouve. Pour moi, c'est vraiment ça le plus gros point fort du film, les personnages. Et c'est donc principalement pour cette raison que je t'encourage à aller voir le film en VOD. Alors, avec tout ce que je t'ai dit, je t'ai donné envie d'aller voir Résistance? En attendant, si t'as aimé cette IGTV, tu peux liker ce post, t'abonner à mon Instagram et puis aller voir ce que je fais sur YouTube dans ma bio.